Sauveur. Géraldine Coffot, qui est professeure de droit à l'Université d'Orléans. Je vous ai déjà parlé, notamment dans ce cours-là, de courants de doctrine amis avec l'école d'Orléans, qui ressemble un petit peu, à l'école de Montréal. Géraldine Goffo est une professeure de droit privé, commercialiste au départ, avec lequel j'ai le plaisir de collaborer depuis bientôt 20 ans, là, dans quelques mois, sur différents aspects. Au départ, c'était en matière de consommation numérique. Et depuis, c'était sur des sujets en lien avec sa très grande diversité de savoirs, notamment le droit des affaires, le marché de l'art, beaucoup de questions de gouvernance, directement la problématique d'aujourd'hui. Et je tiens à signaler devant son directeur que Christophe Bocco est une chère collaboratrice du CRDP depuis quelques années. Et donc, elle va nous traiter aujourd'hui d'une question assez large que j'aime bien, la notion, donc en deux mots, à savoir la responsabilité numérique, terme large, qu'elle étudie depuis longtemps, et notamment on a déjà eu des conférences conjointes au regard des questions de RSE, de responsabilité sociale des entreprises, sur lesquelles elle a beaucoup écrit, et angle relié aux normes, donc elle va considérer aujourd'hui spécifiquement avec un sujet qui nous intéresse tous, à savoir le numérique. Donc j'aime bien ce double terme de responsabilité numérique, dans la mesure où c'est vraiment une question de rapport de droit qui est mobilisé ici, et rapport de droit qui est altéré, modifié par le numérique. C'est aussi une question de rapport de force qui est changé. Et d'ailleurs, c'était un peu le cours qu'on était supposé avoir donc, sur le rôle des acteurs en matière de vie privée. Donc un rapport de force qui demande à être contrôlé maintenant avec le numérique, opérant forcément un changement de donne. Et c'est aussi un lien qui peut être assez direct avec les questions d'éthique ou autres terminologies similaires qui nous intéressent toutes et tous ici dans cette salle et en ligne. Donc, les règles du jeu habituelles sont devant une belle audience. Tu as à peu près 40-45 minutes si ça te convient. Et après, on aura à peu près le même temps pour échanger les personnes dans la salle et aussi les personnes à distance auxquelles on convie encore une fois de vous signaler pour toute question que vous pourriez avoir, soit dans le chat et les 10 ados, docteur Zano, pardon, sera en mesure de nous les dire. Vous pouvez prendre la parole en levant la main aussi si vous avez des questions que vous voulez poser. Vous. Géraldine, merci beaucoup d'être avec nous cet après-midi. Merci Vincent pour cette présentation. Je profite de cette tribune pour remercier vraiment très très chaleureusement et Vincent Gautret d'avoir été réceptif à cette proposition de conférence et puis pour toutes ces années de travail ensemble, puisqu'effectivement la première fois que je suis venue, c'était pour la présentation de la loi sur la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004. Donc tout ça ne nous rajeunit pas, mais en tout cas, ça montre que les questions numériques nous intéressent depuis très longtemps. Et puis, je reviendrai un petit peu sur cette loi tout à l'heure. Merci aussi pour l'accueil. Et puis, merci aussi à Nicolas Vermès de m'accueillir au sein du CRDP pour ces semaines où je suis à Montréal, non pas en coup de vent comme j'ai pu le faire ces dernières années, mais où je profite voilà, de cette durée pour rencontrer beaucoup de collègues, voir combien le CRDP est actif. C'est assez impressionnant. Voilà, pour connaître quelques centres de recherche sur ces questions-là, je pense que vous êtes un des centres les plus actifs, en tout cas dans la francophonie, ça c'est certain. Donc moi, je suis ravie d'être là et de revenir. Je suis ravie d'avoir en face de moi des gens jeunes et moins jeunes, mais ce sont des questions qui, sur le numérique responsable ou la responsabilité numérique, je vous en parlerai, sont des questions qui appartiennent aussi aux jeunes générations et c'est vous qui allez vivre avec ces questions-là et je suis contente que vous soyez là aujourd'hui
pour écouter. Alors, Vincent l'a dit, en fait, je travaille sur des domaines très variés. Alors, en France, les embête beaucoup parce que je suis pas très classable, on peut pas me mettre dans des petites cases. Mais ici, c'est ma foi, vous êtes beaucoup plus inclusif. Et donc, on se sent beaucoup mieux, puisqu'effectivement, je travaille sur le droit des sociétés depuis très longtemps, puisque j'ai fait ma thèse là-dessus. Et puis, j'ai réfléchi beaucoup à la question de la gouvernance au sein des sociétés. Et puis aussi à ce concept de responsabilité sociale des entreprises euh, qui, euh, qui est du droit sans être du droit. C'est-à-dire quand j'ai commencé à travailler sur ces questions-là, on me disait mais c'est pas du droit que tu fais, la RSE, c'est un machin informe, ça sert à rien. Et puis bah non, précisément, il y a des questions normatives qui se posent. Et puis en France, en tout cas, on a vu passer cette responsabilité sociale des entreprises qui était du droit souple, du droit mou, devenir du droit dur. En France, le droit souple ne le reste jamais très très longtemps. Il y a un moment donné où le législateur récupère les normes et en fait des règles de droit. Et donc, on est sur des travaux là qui sont extrêmement intéressants. Et puis, j'ai effectivement des appétences pour le droit de l'art, le marché de l'art. C'est un petit peu différent, mais ça donne en tout cas des cas d'usage qui sont extrêmement intéressants sur ces questions de responsabilité numérique. Alors, ce qui me permet d'être là avec vous aujourd'hui, je vais présenter de façon un petit peu plus large, puis vous allez voir, je vais resserrer ce qu'on appelle une introduction en entonnoir chez nous. Euh, je viens ici dans le cadre d'un double, d'abord d'un projet de recherche sur cette question de la responsabilité numérique et puis aussi d'un projet régional sur le droit et l'éthique des transformations numériques, où il y a évidemment l'IA qui est très important, mais pas que. Et je suis avec un certain nombre de collègues à réfléchir, d'Orléans, à réfléchir sur ces questions de droit et d'éthique. Alors, il y a le volet IA dont je vais sans doute beaucoup vous parler aujourd'hui parce que on est dans le moment de l'IA. Après les hivers de l'IA, je pense qu'on est en plein été de l'IA et il se passe vraiment beaucoup de choses de ce côté-là. Il faut avoir en tête qu'il y a aussi des questions qui se posent sur la responsabilité numérique dans les blockchains, la responsabilité numérique par rapport aux données. Et ça, je sais que c'est votre sujet du moment, mais même quand on parle d'IA, il est quand même question de données et il est nécessairement question de données ici et il faut avoir ça en tête. Mais c'est aussi des questions des plateformes qui sont essentielles et on a un spécialiste des plateformes avec nous aujourd'hui. En fait, le projet de recherche sur lequel on travaille, a priori, était en deux morceaux, mais ce ne sont pas des silos, il y a des croisements entre les sujets. Il y a deux visions. Il y a une vision gouvernance qui, a priori, m'intéresse plus, qui est une vision plus macro, c'est-à-dire que là, je vais m'intéresser plutôt aux entreprises et à la question du développement économique versus du droit. En général, on oppose les deux. Je ne sais pas s'il faut nécessairement opposer. C'est des questions qu'on se pose. Et puis l'autre volet du projet, c'est sur les questions de cybervulnérabilité. C'est-à-dire qu'il y a toute une série de personnes qui sont vulnérables par rapport à l'innovation technique de façon générale. Et donc là, on est dans une vision plus micro, plus individuelle, où il est véritablement question de protection. Parce que la question, c'est si on norme, si on met des règles, c'est en général pour protéger. S'il s'agit d'encourager la technologie, on met de l'argent. Et le droit intervient quand il faut protéger des personnes. Donc ça peut être le consommateur, ça peut être l'administré, ça peut être le justiciable, ça peut être le malade, ça peut être un enfant, ça peut être aussi toutes les personnes qui souffrent d'électronisme, c'est-à-dire des personnes qui sont totalement incapables de s'en sortir avec un ordinateur. Et la question, c'est aussi qu'est-ce que la société peut offrir à ces gens qui finalement ne s'en sortent pas avec un ordinateur, quelle est la responsabilité des institutions à leur égard. Alors, mon projet aussi se pose dans une vision comparée. Évidemment, tout ce qui est côté Québec et Canada, en ce moment, il y a beaucoup de choses qui se font. Et là aussi, il y a beaucoup d'actualités. Il y a une vision aussi comparée qui va se faire dans le projet avec le Japon et l'Italie, notamment sur la question des plateformes, puisqu'il se passe pas mal de choses aussi dans ces pays-là sur les plateformes. Et donc, dans le volet gouvernance, vous avez compris que c'était un peu mon volet. Dans le volet gouvernance, il y a un point de vue qui m'intéresse donc spécialement, c'est la responsabilité numérique. Et dans un premier temps, en tout cas, je vais plutôt vous parler d'IA d'IA et de données. Il y avait une conférence la semaine dernière à McGill où Charlène Bouchard, qui travaille sur la blockchain, essayait de montrer que la question de la responsabilité numérique, elle se pose aussi
dans la blockchain, par exemple. Donc, on peut avoir ce sujet-là de façon plus large, mais je vais réduire. Alors, si je parle de responsabilité numérique, je vais essayer de définir mes termes du sujet. En fait, on retrouve ces deux termes mêlés dans un certain nombre de textes déjà, du droit positif. Si je me cale du côté français et européen, on a évidemment la fameuse loi sur la confiance dans l'économie numérique dont je vous ai parlé tout à l'heure, du 21 juin 2004, dans laquelle il y a un article 6. Et cet article 6 concerne la responsabilité des hébergeurs. Et la question est de savoir, est-ce qu'un hébergeur est responsable du contenu qu'il héberge? Et très rapidement, il y a eu cette idée que on ne peut pas appliquer la responsabilité classique à cet opérateur parce que finalement, il y a tellement de contenu qui passe sur son site que finalement, il ne peut pas en être responsable. Et donc, on a eu ce système où dès que l'hébergeur sait qu'il y a du contenu illicite, qu'on lui a dit que le contenu n'était pas licite, eh bien, il devait le retirer très, très rapidement. Et c'est s'il ne le retire pas rapidement qu'il va être considéré comme responsable au sens civil du terme. Alors, les plateformes ont beaucoup joué là-dessus. Et en Europe, on a eu des arrêts et devant la Cour de justice de l'Union européenne et en France aussi sur la question de savoir qui est véritablement hébergeur. Parce qu'un certain nombre de plateformes ont tout de suite dit « Ah non, mais moi, je ne suis responsable de rien, je suis hébergeur ». Et la question s'est posée notamment pour des contenus qui étaient des contrefaçons, de la vente de contrefaçons sur eBay. Et eBay a clairement dit, mais moi, je n'y peux rien. S'il y a de la contrefaçon sur mon site, c'est pas mon problème. Si vous me le dites, moi, je retire très vite et tout va bien. Et c'est là que on est revenu sur la question de la qualification d'eBay. Et eBay, certes, héberge du contenu, mais ne fait pas que héberger du contenu. eBay a un rôle actif à l'égard de celui qui met du contenu sur la plateforme. Il accompagne celui qui veut mettre du contenu, il lui explique comment le faire. Et de l'autre côté, c'était la question des enchères électroniques. Eh bien, si vous ratez une enchère, eh bien, eBay va vous proposer un autre produit, une autre enchère que vous pourriez gagner. Et donc, puisque eBay a un rôle actif, du coup, eh bien, elle n'est pas hébergeur et donc elle a une responsabilité classique. Donc, on voit là le code de la propriété intellectuelle s'appliquer et donc des sanctions liées à la contrefaçon. Et donc, on n'est pas dans la responsabilité réduite finalement des hébergeurs. Mais il y a déjà cette idée que, et ça qui est intéressant, la responsabilité classique finalement ne serait pas fondamentalement adaptée au numérique et donc il faudrait prévoir un autre système de responsabilité et je trouve ça intéressant de voir ça peut-être avec 20 ans de recul. Alors dans les textes de droit positif, mais là j'ai des spécialistes devant moi, je ne peux pas trop parler des données et du RGPD que vous connaissez parfaitement avec donc toute une série de dispositions pour protéger les données. Il y a un article dans le RGPD qui m'intéresse spécialement, c'est l'article 17 de ce règlement sur le droit à l'oubli. Vous en avez parlé donc tout à l'heure, ça tombe bien, avec cette question de droit à l'oubli, donc droit à l'effacement des données, et donc la personne concernée a le droit d'obtenir du responsable du traitement, l'effacement dans les meilleures données des données à caractère personnel. Donc là encore, il y a ce terme de responsable qui est un terme intéressant à envisager dans ce domaine-là. Alors, à côté de ces textes de droit positif, il y a aussi toute une série de textes issus du droit souple. Alors, on est a priori en France dans un système de droit continental, mais c'est vrai qu'il y a une très très grande évolution normative, c'est-à-dire entre le droit comme je l'ai étudié moi quand j'étais étudiante il y a très 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 longtemps à la fac. Quand on parlait de droit souple, je crois que ça devait prendre à peu près 2 minutes dans une introduction au droit en première année. Et puis aujourd'hui, bien ça fait l'objet de cours entiers sur le droit de souple, ce qui veut dire que même en droit français, on a du droit souple. On ne peut pas faire comme si ça n'existait plus. Vincent faisait référence tout à l'heure à
à l'école de la norme d'Orléans que Catherine Thibierge a mis sur les rails, a théorisé avec 3 ouvrages, mais je ne sais pas si tu leur en as déjà parlé, donc sur la force normative, la densification normative et la garantie normative, qui sont 3 sommes où à chaque fois une bonne dizaine de chercheurs ont réfléchi sur ces notions pour essayer de les définir et d'avoir donc une approche peut-être plus scientifique de la norme et de la variété des normes. Alors dans ce droit souple, il y a vraiment beaucoup de nuances de droit souple. Dans les quelques textes que j'ai pu récupérer, il y a par exemple des lignes directrices en matière d'éthique pour une IA digne de confiance. Donc là, on est au niveau européen avec un groupe d'experts de haut niveau sur l'intelligence artificielle. C'est un rapport qui a été rendu public en avril 2019 où il est question de responsabilité ou d'entreprise responsable ou d'IA responsable. On a aussi un livre blanc du 19 février 2020 sur une approche européenne qui est axée sur l'excellence et la confiance. Il y a un texte français que je trouve assez intéressant, même si c'est absolument pas du droit positif, mais ça participe de ce droit souple. C'est une charte de l'intelligence artificielle et des algorithmes qui a fait l'objet d'une proposition de loi présentée par un député qui s'appelle Pierre-Alain Raffan. Il a présenté ça à l'Assemblée nationale en janvier 2020. Alors, sa proposition de loi n'est jamais passée devant le Parlement et donc n'a même pas fait l'objet d'un vote. Le calendrier parlementaire français fait une grande distinction entre les projets de loi et les propositions de loi. Je ne sais pas si vous connaissez la différence. Et donc, effectivement, comme il s'agissait d'une proposition de loi donc émanant d'un député, elle n'a pas réussi à être discutée. Mais alors, sur le plan purement législatif, c'est un petit peu farfelu dans la méthode législative. Mais s'agissant du contenu, je trouvais ça assez intéressant parce que la proposition reprend les principes posés par Asimov. Je ne sais pas si vous connaissez Asimov, si certains d'entre vous ont lu. Asimov, qui est un romancier américain d'origine russe, qui était biochimiste d'ailleurs de formation, et qui a voulu créer les lois de la robotique, et donc qui a créé des lois fondamentales, et ce sont ces lois fondamentales que le parlementaire français a carrément récupérées. Aujourd'hui, on dirait qu'il a fait un copier-coller de ce qu'il a trouvé dans ses propositions. Alors, l'idée, c'est qu'un système ne peut pas porter atteinte à un être ou à un groupe d'êtres humains, ni en restant passif permettre qu'un être ou qu'un groupe d'êtres humains soit exposé au danger. Un système doit obéir aux ordres qui lui sont donnés par un être humain, sauf si de tels ordres entrent en conflit avec le point précédent. Et un système doit protéger son existence tant que cette protection n'entre pas en conflit avec les 2 points précédents. Donc on est dans une logique où, dans ces lois de la robotique d'Asimov, qui sont reprises ici, finalement, l'IA, puisque c'est surtout ça qu'on entend par la loi robotique, l'IA doit rester inféodée à l'humain, et en fait, l'IA ne doit pas prendre le dessus. Et donc, on est dans une logique plutôt d'appartenance et donc de responsabilité. Alors, on trouve aussi au niveau national des recommandations de la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, qui est devenue l'ARCOM, mais qu'on trouve encore sur Internet par le biais de la CNIL. Donc, recommandations de la CNIL pour une IA innovante et respectueuse des personnes. Et là, on a un lien évidemment entre l'IA et les données. Et il y a toute une série de principes de finalité, de conservation limitée, de minimisation, de vérification de la collecte. Alors, je crois que les termes ne sont pas tout à fait les mêmes entre le droit québécois et puis ce que nous, on utilise, puisque on parle de collecte et de traitement, et je crois que c'est pas tout à fait le même sens. Mais l'idée, c'est que l'IA va travailler à partir de données qu'elle va collecter et qu'elle va traiter, en tout cas au sens, on va dire, français du terme. Et puis, on a ce AI Act qui est en préparation. Alors, tout le monde
donne en anglais parce qu'il n'y a pas de traduction, je crois, française de la dernière version. En tout cas, je n'ai pas réussi à trouver. Législation sur l'intelligence artificielle. Législation sur l'intelligence artificielle. Alors, c'est une législation qui va prendre la forme d'un règlement. Donc, ce qui veut dire qu'il y aura une application immédiate sans passage par une transposition au niveau des droits nationaux. Ceci étant, dans chaque État de l'Union, il faudra adapter quand même les compétences de certaines, notamment certaines autorités administratives indépendantes pour savoir qui va gérer notamment les sanctions qui sont évoquées par le règlement européen. L'idée, c'est que la législation est donc adoptée, tout le monde s'est entendu. Le 2 février, on a annoncé que tout le monde était d'accord sur le contenu. Je pense que là, il faut une adoption formelle qui va se faire en 2024 et l'entrée en vigueur, c'est 2 ans après. Et donc, ce sera en 2026. Alors, si on se pose du côté canadien et québécois, j'espère que je ne vais pas dire trop de bêtises, vous m'arrêtez si j'en dis. Il y a un premier texte que je trouve extrêmement intéressant. Et au CRDP, vous avez été extrêmement moteur, c'est la Déclaration de Montréal. Et donc, l'Université de Montréal a été, je pense, la première à réfléchir à un développement responsable de l'IA. C'est dans le titre de la déclaration. Donc, c'est une déclaration qui a été faite par des universitaires, ce que je trouve extrêmement intéressant d'écouter des gens qui savent à peu près de quoi ils parlent et pas d'être sur un mode purement politique, ce qui est un petit peu trop le cas dans nos législations, et y compris au sein de l'Union européenne, hein, où en fait on est ou dans du politique ou dans du purement économique. Et là, il y a une vraie réflexion d'universitaires, donc de chercheurs sur ces questions. Déjà, rien que ça vaut la peine d'être souligné. Ça date de 2018, alors je crois qu'il y avait un certain Vincent Gautret dans l'équipe, d'après ce que j'ai lu, et une certaine Catherine Régis. Voilà. C'est ce que j'ai identifié le plus précisément. Et ce qui est intéressant dans cette déclaration, c'est qu'il y a à la fois des valeurs fondamentales et puis des principes, dont un principe de responsabilité. Alors, il y a une liste de 10 principes, et il est dit que ces 10 principes ne sont pas hiérarchisés, c'est-à-dire que c'est pas parce que le principe de responsabilité est le 9e que pour autant il est moins important que les autres principes, mais c'est intéressant de réfléchir à ce principe de responsabilité. Et je reviendrai là-dessus tout à l'heure, mais pour vous donner quelques éléments, dans ce principe de responsabilité, il est dit que seuls des êtres humains peuvent être tenus responsables des décisions issues de recommandations faites par des systèmes d'intelligence artificielle et des actions qui en découlent. Les personnes qui autorisent des systèmes d'intelligence artificielle à commettre un crime ou un délit, ou qui font preuve de négligence en les laissant en commettre, sont responsables de ce crime ou de ce délit. Et dans le cas où un tort a été infligé par un système d'intelligence artificielle et que le système s'avère fiable et a fait l'objet d'un usage normal, il n'est pas raisonnable d'en imputer la faute aux personnes qui sont impliquées dans sa conception ou son utilisation. Donc, vous voyez, on a vraiment là une approche que je trouve très juridique de la responsabilité. On est vraiment donc dans une logique civiliste et pénaliste de la question. Et je reviendrai sur ces questions-là. Et puis, il y a ce fameux projet de loi C27, dont tout le monde parle, et qui aborde et l'intelligence artificielle et les données. Je trouve ça très intéressant que le texte lie les deux, avec un document complémentaire qui parle notamment de responsabilité et qui précise que la responsabilité signifie que les organisations doivent mettre en place les mécanismes de gouvernance nécessaires pour assurer le respect de toutes les obligations légales des systèmes d'IA à incidence élevée dans le contexte dans lequel ils seront utilisés. Et ça comprend donc la documentation proactive des politiques, des processus et des mesures mises en œuvre. Donc on voit ce terme de responsabilité qui est évidemment important, qui fonde aussi la réflexion dans la construction de la norme autour de l'intelligence artificielle. Alors peut-être qu'à ce stade-ci, on peut déjà noter que dans les différents textes que j'ai évoqués, de droit souple, de droit dur,
on trouve finalement le fait que cette notion de responsabilité est une notion qui est polysémique. Et le français n'a qu'un seul mot pour parler de la responsabilité au sens juridique du terme, qui peut être une responsabilité civile, voire pénale, et puis une responsabilité au sens commun du terme, où là, on a la responsabilité donc c'est celui qui doit rendre des compte de ses actes, qui doit répondre de ses actes ou de ceux d'autrui. Donc, celui qui est responsable, c'est celui qui, finalement, a un comportement citoyen. Et c'est vrai qu'en anglais, on a deux termes différents. On a le terme de responsibility et le terme de liability. Donc, on a deux termes pour deux choses différentes. En français, on a peut-être un petit peu une confusion des genres avec un terme qui veut dire deux choses et deux choses qui sont très, très différentes. Et cette ambiguïté du terme est parfois utilisée, notamment par les entreprises qui développent de l'IA ou qui veulent se présenter comme étant responsables. Elles essayent, parfois il y a un petit peu de, on dit en France, en bon français, du fairwashing ou du greenwashing. Ou, voilà, on essaye de se montrer responsable, mais finalement, on fait tout pour décliner sa vraie responsabilité au sens juridique du terme. Donc, cette ambiguïté, elle est intéressante. On peut jouer avec aussi, nous. Il n'y a pas que les entreprises qui peuvent jouer avec, on va pouvoir jouer aussi sur cette ambiguïté et on va la garder en tête. Alors, sur les enjeux du numérique responsable, il y a un petit ouvrage, je l'ai laissé dans le bureau là-haut, mais j'aurais dû vous le montrer. Il y a un chercheur de l'université de Rouen qui a fait un petit ouvrage qui a écrit un petit ouvrage qui s'appelle Vers un numérique responsable et qui devrait, à mon avis, être lu par n'importe quel jeune qui a un téléphone dans les mains, qui montre tous les enjeux en fait autour du numérique, c'est-à-dire finalement tous les enjeux et puis tous les dangers potentiels aussi du numérique, tous les impacts qui peuvent être parfois un peu délicats. Donc Vincent Courboulet, pour ceux que ça intéresse, ça s'appelle Vers un numérique responsable. C'est un petit livre qui se lit très facilement. Alors ici, je vais pas reprendre toutes les questions que soulève le développement du numérique et de l'IA. L'idée, ça n'est pas non plus, parce que parfois mes propos, j'ai l'impression, peuvent être vus comme un peu technophobes, mais c'est pas du tout le principe. Mais il y a d'autres personnes qui sont là pour défendre les intérêts économiques de l'IA, donc en général, plutôt dans la sphère privée, ils ont plus de moyens que nous. Donc c'est vrai que j'ai une tendance à aller plutôt dans l'autre sens, mais on ne va pas non plus doucher tous les espoirs qui sont liés à l'innovation en matière de médecine, notamment avec toute la question de l'IA pour détecter des cancers. Ça, c'est une question qui m'intéresse, l'IA qui permet la lutte contre le trafic illicite des antiquités. Par exemple, il y a tous des systèmes d'IA qui sont mis en place pour le moment sur ce terrain-là. L'IA qui peut aussi permettre de lutter contre la pollution. Donc, on a aussi des systèmes qui se mettent en place et qui sont là, évidemment, dans une optique sociale qui est extrêmement intéressante. Alors, il y a évidemment des enjeux qui sont d'abord, j'allais dire peut-être et avant tout économiques, avec un développement de l'IA commerciale. Et à cet égard, on peut noter que les entreprises, et spécialement les entreprises françaises, ne sont absolument pas contentes de l'arrivée du texte européen. Considèrent que c'est dramatique, que c'est la fin de l'innovation en Europe sur ces questions-là. Alors, de ce côté-ci de l'Atlantique, on dit plutôt que de toute façon, l'Europe était nulle en matière de développement d'IA, donc ça ne change pas grand-chose. Mais voilà, la France a sa pépite d'IA, donc ils essayent de la mettre en avant. Et voilà, ils ne sont pas très, très contents. Il y a des enjeux sociaux et politiques, évidemment, qui sont essentiels. On pense à l'IA de surveillance, qui est largement développée en Chine, et on a tous entendu un certain nombre d'éléments, mais ça existe aussi, ça peut exister aussi aux États-Unis. La semaine dernière, Céline Gasté parlait de la surveillance de l'avortement et comment finalement on pouvait récupérer un certain nombre de données quand vous faisiez des recherches sur comment avorter, où avorter, et on pouvait récupérer ces données et les utiliser contre vous à un moment donné et criminaliser ça. Donc ça peut avoir des enjeux extrêmement forts. Il y a toutes les questions de biais aussi qui ont été évoquées la semaine dernière par d'autres chercheurs à McGill aussi. Toutes les biais en raison du genre, en raison de la couleur de peau, en raison de la religion, en raison de l'adresse. Et là-dessus, il y a évidemment beaucoup à faire
pour éviter ces biais, en tout cas les corriger et au moins en avoir conscience qu'on n'est pas toujours les concepteurs d'IA. Des enjeux environnementaux dont on parle relativement peu, même si ça commence un petit peu. Il y a un chercheur en France qui s'appelle Grégoire Leray qui travaille un petit peu sur ces questions-là. Mais c'est vrai qu'on parle peu finalement de l'importance des ressources qui sont mobilisées pour l'IA. Parce que l'IA, c'est du calcul, et le calcul, forcément, c'est des data centers, des centres de données, et c'est donc de l'émission de CO2, c'est beaucoup d'énergie, c'est aussi de l'eau, utilisation massive de l'eau, c'est du réchauffement climatique, enfin bref, ça a un impact extrêmement important. J'ai entendu tout à l'heure que si vous faites une petite conversation avec ChatGPT, juste comme ça, un petit échange, c'est l'équivalent en termes de CO2 et d'empreinte environnementale d'une bouteille d'eau en plastique. Voilà, donc c'est et l'eau et le plastique qui va avec en termes d'empreinte. Donc c'est pas complètement anodin cette utilisation de l'IA pour des besoins qui, allez, disons-le, parfois n'en sont pas. Voilà, et ça vaut aussi pour toute une série d'utilisations qu'on peut faire de son téléphone portable. Je ne veux pas dire du mal de TikTok, mais bon, je suis pas sûre et certaine que ça soit totalement essentiel dans une vie de passer 10 heures par jour sur TikTok, comme le font certains jeunes. Je suis sûr que ton fils est en désaccord. Ouais. Mais ça, c'est une autre question. Mais si je commence à vous parler de mon fils, on avait fini. Et de son empreinte environnementale. Et puis, donc, utilisation de ressources, d'énergie, d'émissions de CO2, ressources en eau, enfin bref, c'est une vraie question à mon sens. Et puis, les enjeux normatifs. Et là, je retombe un petit peu sur mon territoire, avec des questions finalement, pourquoi faut-il normer? D'abord, est-ce qu'il faut normer? Et si oui, pourquoi? Si on décide qu'il faut normer, comment va-t-on normer? Est-ce qu'on peut se contenter d'énoncer des valeurs ou des principes éthiques? Est-ce que le droit souple peut suffire? Est-ce qu'il faut passer à du droit dur? Est-ce qu'on est plutôt sur le terrain de la responsabilité civile? Est-ce qu'il faut carrément aller sur de la responsabilité pénale? Si on décide de normer, comment on va construire les normes? Est-ce que les normes doivent venir du terrain ou est-ce que les normes doivent venir des politiques? Voilà, toutes ces questions qui se posent aujourd'hui avec une IA qui va extrêmement vite, un développement qui est sans doute un des développements les plus rapides de l'histoire des technologies, même si on dit que l'IA a commencé il y a 80 ans et c'est vraiment ChatGPT qui a montré finalement tout ce que pouvait faire l'IA et a vraiment donné un grand coup d'accélérateur. Et c'est vrai que par rapport à cette rapidité de l'innovation, la question c'est comment on pourrait faire un législateur qui est par définition lent parce qu'il prend le temps de réfléchir à ce qu'il fait, comment finalement réconcilier les temps, le temps de création et puis le temps d'innovation et puis le temps du droit qui est toujours un temps plus long. Donc cette question du temps me semble aussi un des aspects essentiels. Alors, comme le disait Vincent, je fais partie maintenant de l'école d'Orléans. Je suis chercheur au Centre de recherche juridique Potier. Donc, on a un site qui est beaucoup moins beau que celui du CRDP. Mais si vous avez envie d'aller voir quels sont nos thèmes de recherche, pas hésiter. Et ce qui est intéressant, c'est d'utiliser précisément les outils de Catherine Sibierge sur la force normative, notamment, peut-être celui qui me sert le plus, mais aussi sur la densification normative et sur la garantie normative. Alors, je ne vais pas vous refaire, c'est chaque fois des bouquins de à peu près 400 ou 500 pages, hyper résumé. La question de la force normative, c'est le premier ouvrage qui a montré que finalement, on avait théoriquement des normes qui n'étaient pas des règles de droit et qui donc n'avaient aucune incidence sur la vie en société, mais finalement, quand on regarde ce qui se passe, on peut noter qu'il y a une sorte de panel de normativité qui est extrêmement important et que finalement, une norme, même si elle n'est pas sanctionnée par un gouvernement, eh bien, peut quand même produire des effets.
Sur la densification normative, c'était l'idée de remarquer qu'il y avait un double mouvement finalement de densification normative, c'est-à-dire qu'il y a une densification par l'évolution législative, c'est-à-dire de plus en plus de règles à un moment donné. Je crois qu'on utilise ça en sylviculture, c'est le fait de mettre le plus possible de sapins sur un petit territoire, ça s'appelle de la densification. Mais c'est aussi montrer qu'il y a une densification de la norme elle-même. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. En France, le droit souple reste pas très longtemps souple. Il est rapidement récupéré par le législateur qui lui donne une véritable force de règle de droit. Et donc là, il y a une densification de la norme en elle-même qui est assez intéressante. Et puis le troisième ouvrage, c'était sur la garantie normative. C'était de montrer que pour garantir l'application d'une règle de droit ou même tout simplement d'une simple norme, évidemment, on pense tout de suite à la sanction, celle de l'État ou celle des tribunaux, mais en réalité, il y a d'autres façons de garantir l'effet de la norme, de lui assurer une certaine effectivité. Et donc, ça peut passer par de la sanction, mais ça peut passer aussi, par exemple, par je ne sais pas comment on dit en vrai français, du name and shame sur les réseaux sociaux. Ça peut aider à faire respecter une règle. Vous avez d'autres types de sanctions qui sont des sanctions tout simplement de rejet d'un groupe qui peuvent être prononcées par des acteurs privés. On trouve beaucoup de choses. Donc voilà pour ces trois ouvrages que j'aborderai, et ces notions j'utiliserai peut-être un petit peu à ma façon. Alors la première question, je vois qu'il ne me reste plus qu'un quart d'heure, il va falloir que je sois efficace. La première question, c'est est-ce qu'il faut véritablement normer? Est-ce que finalement on ne peut pas se dire l'IA c'est bien, c'est de l'innovation, ça va faire du bien en termes de santé par exemple, en termes d'environnement, en termes de lutte contre le trafic, en termes de dans la vie des gens, leur simplifier la tâche, les décharger d'une certaine forme de charge mentale aussi qui peut être quand même relativement lourde. Est-ce qu'on ne peut pas laisser faire les acteurs du numérique, leur faire confiance? Par rapport à cette question, je reprendrai une phrase de Lacordaire qui a été rappelée la semaine dernière lors de la soutenance d'un certain Lady Zani, qui rappelait qu'entre la liberté et la loi, c'est la liberté qui opprime et c'est la loi qui libère. Et je pense que cette phrase qui a plus de 200 ans est toujours intéressante à considérer parce que finalement, quand il y a liberté, on est dans une liberté, évidemment, si on se place sur l'idée de l'humanisme du XVIIIe siècle, des Lumières, c'est-à-dire que on est consentant, on est clairement informé, et donc on va pouvoir agir librement, c'est très beau, mais c'est méconnaître, c'est ce que tu disais Vincent en préambule, c'est aussi méconnaître le poids économique des entreprises, de l'IA. On parle des GAFAM, mais il y en a aussi d'autres qui, elles, décident d'avancer et d'avancer à leur manière. C'est-à-dire que dire que c'est un principe de liberté, c'est laisser de la place aux plus puissants économiquement. Et donc, ça risque peut-être de se retourner contre les individus, contre les humains qui vont peut-être subir cette IA. Et dans ce cadre-là, on peut penser que la loi est peut-être une bonne chose. Je ne parle même pas de l'IA de surveillance, puisqu'on est plutôt, on a tendance à réserver ça à la Chine, ce qui n'est pas totalement vrai. Il y a d'autres pays qui font de l'IA de surveillance, mais même ne fût-ce que sur l'IA commerciale, il y a un certain nombre de dangers. On parle beaucoup de risques, je le disais tout à l'heure, les risques liés notamment à la collecte des données. Et sur ce point-là, vous pourrez trouver sur le site justement de la CNIL un certain nombre de principes éthiques qui ont été formulés pour savoir comment l'IA peut récupérer les données, peut les conserver, peut les traiter. Donc, il y a vraiment ce lien qui est fait entre les données et l'IA. Il y a aussi toute la question de l'IA qui se nourrit des créations. Et ça, je dirais que ça, c'est une question moi, qui en tant qu'amatrice d'art, me questionne beaucoup. C'est comment les choses vont se passer à partir du moment où vous avez très clairement des IA génératives qui récupèrent tout ce qui a été créé auparavant pour recréer, mais il y a l'idée qu'on va tourner en rond. Alors, pendant un certain temps, ça va donner peut-être des choses intéressantes là-dessus, mais ça va tuer tout un tissu
sociaux, même et socio-économiques, qui sont les créateurs. Aujourd'hui, comment fait-on pour vivre quand on crée, quand on est un artiste, quand on est un photographe, ça vaut aussi quand on est un romancier, quand on est un auteur de BD. La plupart des auteurs de bande dessinée sont des gens qui vivent avec 500 € par mois s'ils ne vivent que de leur art. Et je parle d'auteurs qui sont publiés et qui ont du succès. Alors, un succès en librairie, c'est tout de suite 3000 exemplaires vendus, c'est déjà un gros succès. Alors, je ne parle pas des super auteurs de bande dessinée, mais voilà, comment on va faire pour ces gens qui déjà n'arrivent pas à vivre de leur art et à qui on va dire, mais de toute façon, ce que vous faites, une IA peut le refaire et donc on ne va pas recréer. Donc, qui va pouvoir continuer à exercer son art de manière professionnelle, qui va pouvoir continuer aussi à nourrir finalement l'IA, parce que sinon, on va se retrouver avec un visuel, je pense beaucoup au visuel, avec des visuels qui vont être des visuels complètement standardisés, plus aucune diversité. Et moi, j'avoue, ça fait partie des IA qui me font un petit peu peur par rapport à l'ouverture, c'est-à-dire que notre imaginaire, et c'est important, l'imaginaire, c'est notre culture, c'est qui on est, va être complètement chamboulé, je pense, par l'IA si on n'arrive pas à protéger les créateurs et la création. Ça, c'est voilà, mon petit sentiment. J'espère me tromper et qu'on va pouvoir continuer à lire des vrais livres qui sont écrits par des vrais gens. Alors, là où la question est délicate sur faut-il normer, c'est dans ce que j'appelle le traitement des données, avec, je l'ai dit tout à l'heure, hein, la question de la complexité des algorithmes, l'imprévisibilité, l'autonomie, les biais de programmation ou d'apprentissage, les atteintes aux droits fondamentaux. Et dans ce cadre-là, une des réponses, et on le verra tout à l'heure, c'est la question de la transparence. Ce serait peut-être l'idée de dire, on n'a pas besoin de normer, on a juste à dire il faut dire comment on utilise son algorithme. Que fait l'algorithme précisément, de quelles données il se nourrit et comment il fait pour les utiliser. Là-dessus, je pense que c'est plutôt une bonne idée. On pourrait se dire, s'il y a transparence, on s'arrête là, il n'y a pas besoin de normer. La difficulté, c'est que vous savez que les algorithmes ne sont pas protégés par le droit d'auteur et par la propriété industrielle non plus. Donc, on a là des algorithmes qui ne sont protégés que par le secret. C'est-à-dire des clauses de confidentialité. Et puis, c'est comme la recette du Coca-Cola, c'est ultra secret. Les algorithmes, c'est aussi secret que les recettes de Coca-Cola. Donc, on va se retrouver avec des entreprises, on leur dit, OK, il suffit d'être transparent. Les entreprises n'ont absolument pas envie d'être transparentes par rapport à leur algorithme, puisque c'est ça qui fait leur richesse, c'est ça qui fait leur modèle économique. Et donc, très clairement, on a là une opposition qui fait que ça ne peut pas fonctionner, à mon sens. Alors, on pourrait se dire qu'on a déjà le RGPD sur les données, et donc on pourrait s'arrêter là et qu'on n'aurait pas besoin de normes. Je pense qu'on ne peut pas s'arrêter là et qu'il va falloir normer. La question de bon sens, mais alors déjà, ce premier point, on pourra en rediscuter. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi et de m'expliquer pourquoi j'ai tort de dire qu'il faut mettre des normes. La question d'après, c'est comment normer. Et là, comment normer, ça ouvre évidemment plein de questions. Alors, j'ai aucune réponse définitive, donc je prends toutes les propositions que vous pourrez nous faire sur ce point-là. Alors, comment normer peut-être, mais ça, vous le savez, vous êtes des juristes, mais d'abord qu'il n'y a pas de vide juridique. Ça, c'est la chose que je ne peux pas entendre à la radio ou à la télévision, si on vous dit, ah oui, mais il y a un vide juridique. Avec notre système de droit civil, qui est quand même bien mieux que le système de common law, l'UDM, je peux dire ça, on a un système qui a des règles générales, abstraites, et donc à partir du moment où on a des règles générales et abstraites, ça veut dire que la règle peut être adaptée. Et donc on n'a pas besoin de courir derrière les innovations. On a des textes en matière de responsabilité civile, alors certes, ils vont être un petit peu modifiés, mais les principes de responsabilité civile tels qu'ils ont été énoncés, alors pour ce qui est de la France, dans le Code civil de 1804, ça fonctionne toujours. Quelqu'un commet un dommage, quelqu'un commet une faute, cause un dommage, il y a un lien de causalité, on répare. Ça a plus de 200 ans, ça a 220 ans, ça fonctionne toujours ce machin. Donc voilà, on a des règles. Si une IA aujourd'hui, un système d'IA cause un dommage,
il faudra le réparer. Celui qui a créé ce système d'IA devra effectivement le réparer. Donc, finalement, on a des règles. Alors, les règles ne sont pas forcément adaptées aux besoins. Ça, c'est autre chose. C'est la question de l'opportunité de la règle ou de l'adaptation nécessaire de la règle. Mais en tout cas, il n'y a pas de vide juridique. On a peut-être des règles qui ne sont pas complètement adaptées à la situation, à la politique législative, à la politique aussi économique d'un gouvernement. Alors, comment normer? Ça oblige à revenir sur une proposition qui avait été faite il y a quelques années au sein de l'Union européenne, qui était de donner la personnalité juridique pour responsabiliser les IA et surtout pour déresponsabiliser les créateurs d'IA. Donc l'idée, c'était de dire, en gros, l'IA, elle apprend toute seule, elle fait tout toute seule. Forcément, c'est pas celui qui l'a créée qui va être responsable, puisque lui, il n'y peut rien si elle apprend mal. Si quand même, c'est peut-être qu'elle n'a pas été bien formée au début ou qu'on ne l'a pas nourrie avec les bonnes données. Donc si, il y a quand même une responsabilité. Alors ça a été rejeté parce que l'idée c'était d'abord de déresponsabiliser les créateurs de systèmes d'intelligence artificielle. Et puis l'idée c'était de laisser la responsabilité à des personnes morales qui auraient été des coquilles vides, qui n'avaient pas de ressources, qui n'avaient pas de patrimoine. Donc c'est facile de dire c'est l'IA qui est responsable. Ah, elle n'a pas de sous pour réparer. Ah, c'est dommage, tant pis, il n'y a pas de réparation. Donc, ça n'a pas été suivi d'effet, mais c'est quand même allé assez loin dans le processus législatif pendant tout un temps en Europe. Alors, si on se dit, OK, il faut normer, c'est pas la personnalité, donc ce qui aurait été pratique, qu'est-ce qu'on peut trouver comme texte et finalement, quelle force normative on va utiliser? Est-ce qu'on va vers du droit souple ou plutôt vers du droit dur? Alors, je dirais que en la matière, on pourrait utiliser 50 nuances de normativité, tout en restant très décent, mais on peut utiliser toute la palette de normes qui existent, avec d'abord des valeurs et des principes éthiques qui seraient édictés soit par les entreprises elles-mêmes, soit par des tiers. Pour ce qui serait des tiers, je reviens sur la déclaration de Montréal, ça me semble être une très bonne proposition, et de dire, voilà, il y a un certain nombre de principes que doivent respecter, on pourrait le dire dans la loi, les entreprises doivent respecter les principes éthiques tels qu'ils sont définis par la société civile, par les chercheurs, et donc finalement obligés à s'engager à respecter, par exemple, les principes de la déclaration de Montréal. Les engagements éthiques des entreprises m'intéressent particulièrement, puisque Vincent l'a rappelé tout à l'heure, je travaille beaucoup sur la responsabilité sociale des entreprises, qui est passée au départ beaucoup par des engagements éthiques, dans des chartes éthiques qui ont été extrêmement utiles, mais qui ont été très vite récupérées par le législateur. Il y a un arrêt qui, à mon sens, est fondamental, qui est l'arrêt de la Chambre criminelle de 2012 dans l'affaire Erika. Je ne sais pas si vous vous souvenez, parce que vous êtes jeune, de cette affaire Erika, mais en gros, un navire avait été affrété par Total, avec beaucoup de pétrole dedans, et ce navire s'était échoué sur les côtes bretonnes et avait fait des désastres écologiques absolument monstrueux. Ce qui est intéressant dans cet arrêt de la Chambre criminelle, c'est que la Chambre criminelle s'est fondée sur un engagement purement éthique et volontaire de Total, qui avait dit « Moi, Total, je suis tellement vertueux que je vérifierai tous les navires qui transporteront mon pétrole pour m'assurer qu'ils sont vraiment en bon état et qu'il ne se passera pas grand-chose de grave. » Il se trouve que dans l'affaire Erika, Total n'avait pas respecté son propre engagement de vérifier le navire. Et donc, le juge a dit « Vous aviez un engagement de vérifier, vous n'avez pas tenu votre propre engagement, donc vous avez commis une faute, il y a eu un dommage, il y a un lien de causalité, vous êtes responsable. » Avec une facture qui s'est chiffrée en milliards d'euros pour essayer de réparer. Avec une innovation aussi très intéressante dans cet arrêt qui était de créer un préjudice écologique qui n'existait pas auparavant, qui a été récupéré ensuite par le législateur en 2016. Donc, on a cette idée que si vous prenez un engagement moral dans une charte éthique, ça peut être dans un règlement intérieur, et bien dans ce cas-là, vous allez vous l'imposer et vous allez pouvoir engager votre vraie responsabilité. C'est-à-dire qu'on passe d'une responsabilité responsibility à une responsabilité liability par le jeu
du juge qui aide à transformer ces engagements éthiques. Alors pour le moment, j'ai pas vraiment réussi à trouver de belles chartes numériques avec des beaux engagements numériques de la part des entreprises. On trouve beaucoup de chartes informatiques, mais qui sont comme des règlements intérieurs pour les salariés. Et en gros, ça oblige les salariés à respecter un certain nombre de règles. Et si les salariés ne le font pas, ils pourront être ou licenciés ou avoir d'autres sanctions en interne. Donc, en gros, c'est faire porter sur les salariés ce qu'en réalité l'entreprise devrait supporter elle-même. Donc là-dessus, les choses doivent encore bouger. Et donc, on en arrive finalement assez simplement à des règles de droit qui seraient peut-être des outils qui pourraient être utiles si les entreprises finalement ne jouent pas le jeu du droit souple. Eh bien, il faudrait peut-être passer tout simplement au droit dur. Alors, comment construire les normes la législation européenne travaille sur une co-construction des normes en ce qu'elle explique que les entreprises, avant même l'entrée en vigueur du texte, doivent se saisir du texte et finalement être inventif, l'appliquer alors qu'il n'est pas obligatoire, donc s'approprier le texte pour en faire un texte qui finalement serait le plus utile aux entreprises pour ne pas contraindre l'innovation et en même temps protéger, ce qui est assez intéressant. Et puis, on a aussi une approche par les risques qui est très intéressante aussi, avec 4 niveaux de risques. Donc, il y a les IA qui sont absolument trop dangereuses que pour pouvoir être utilisées. Donc, on a des risques inacceptables pour tout ce qui est manipulation subliminale, l'exploitation des personnes vulnérables, l'identification biométrique à distance. Tout ça, c'est inacceptable, c'est interdit. Il y a du risque minimal ou absence, et il y a une IA dans votre machine à laver, c'est pas très grave, il n'y a pas beaucoup d'enjeux humains, donc on n'a pas finalement à s'en préoccuper. C'est sur les hauts risques où là, les choses sont plus complexes, il peut y avoir un danger pour l'homme, pour l'environnement, pour la société, et là, il y a des évaluations, des examens de conformité qui doivent être faits, ou de la transparence pour essayer de faire en sorte que eh bien, on sache à peu près à quel danger on s'expose et on consent finalement à s'exposer. Moi, là-dessus, je fais un parallèle avec le devoir de vigilance des sociétés mères du fait de leur filiale, qui est une loi de 2017 en France qui est en train d'être récupérée au niveau européen, où on est dans une idée de cartographie des risques. Il faut cartographier ces risques, ça veut dire que c'est finalement l'entreprise elle-même qui va dire quels sont ces risques, et donc on peut imaginer que du coup, ce sera une législation au plus près des besoins des entreprises. Alors, il y a un concept intéressant en droit sur le projet de loi C27, dont on a parlé la semaine dernière, et Céline Gasser en avait parlé, avec cette notion d'agilité de la norme ou de flexibilité de la norme, qui est extrêmement intéressante, mais qui pour moi est peut-être un aveu alors c'est un atout, si on dit de façon positive, c'est de la flexibilité, donc le législateur n'est pas sourd aux besoins de l'innovation, mais en même temps, il y a aussi peut-être un aveu d'impuissance du législateur, donc je ne sais pas si c'est une voie qu'il faut encourager. La dernière question, c'est quelle garantie normative je terminerai par là, avec finalement un risque du passage du droit souple au droit dur si les développeurs d'IA ne sont pas suffisamment impliqués. C'est vrai que dans le cadre de l'Union européenne, il va y avoir des outils de garantie normative très marqués au sein de chaque pays membre, puisqu'il va y avoir des sanctions qui pourront être données en interne dans chaque pays, et puis peut-être aussi au niveau international. Je sais qu'au Canada, la question c'est celle et au Québec du commissariat à la vie privée, qui a relativement peu de moyens, si j'ai bien compris, humains et matériels pour s'assurer de l'efficacité de la loi et de l'effectivité de la loi. Donc ça, c'est des vraies questions qui seront à évoquer. Alors, j'ai déjà dépassé mon temps, et donc je ferai une conclusion finalement très très courte. Il y a une phrase, une grande citation d'un grand film du cinéma américain qui dit « à grand pouvoir, grande responsabilité ». Et je pense que c'est, à mon avis, dans cette direction-là qu'il faudrait aller voir pour la réglementation d'une IA responsable ou d'un numérique responsable. Merci.
Merci.